Bonjour, soyez les bienvenus. C'est un nouveau rendez-vous avec Parlez Vrai. Parlez Vrai aujourd'hui s'intéresse à la politique une nouvelle fois, l'émission qui fait parler les politiques de notre territoire. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Frédéric Falcon, qui est un député de l'Aude dans la deuxième circonscription. Il est né à Besançon et sa permanence est à Narbonne. Monsieur le député, monsieur Frédéric Falcon, bonjour. Bonjour. La question que je pose traditionnellement, la première, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique? Mon engagement politique, il est ancien. Je viens d'une famille qui est assez politisée. J'ai toujours été passionné par la politique. J'étais engagé très jeune. J'ai mis de côté mon engagement politique, mon engagement militant pour me consacrer à ma vie professionnelle. Et par la suite, ça m'a repris. Voilà, je suivais toujours la politique. Et plus d'un point de vue plus personnel, la perspective de voir Emmanuel Macron gagner un deuxième mandat m'a définitivement motivé pour me présenter à cette élection en 2022, qui a été remportée du premier coup. Voilà, j'en suis très heureux aujourd'hui, même si c'est beaucoup de sacrifices sur la vie personnelle. Mais je crois que le mandat qu'on a est finalement un des plus beaux. Euh, Il y a certes beaucoup de sacrifices, mais on apporte beaucoup aux Français, et les Français vous apportent beaucoup aussi. J'imagine que ça vous a changé votre vie. Complètement. Moi, j'avais la vie un peu de tout le monde. J'avais une vie plutôt confortable. J'avais plutôt bien réussi dans l'immobilier, qui est une passion. Et d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup à ces sujets. On va en parler par la suite. Et j'ai abandonné tout ça pour m'engager dans ce mandat et, j'ose le dire, servir mon pays en quelque sorte. Quand on s'engage en politique comme vous le faites, est-ce que ces activités professionnelles, on les met de côté ou on les délègue? Comment ça se passe au niveau professionnel? Alors, ça dépend des collègues. Certains continuent à garder une activité professionnelle, notamment les gens qui ont des professions libérales, les avocats, les médecins. Ils ont beaucoup de mal à raccrocher, même si c'est difficile de concilier les deux vies, la vie politique et la vie Surtout que les journées ne professionnelle. font que 24 heures. Absolument, surtout quand vous avez une circonscription qui est relativement éloignée de l'Assemblée. Moi, je suis à 4h30, 5 heures de Paris. Pour ma part, moi, j'ai choisi de tout mettre en stand-by, de tout mettre de côté, parce que d'un point de vue timing, ça m'est impossible de concilier les deux. Et puis, il y a aussi un choix que j'ai fait, c'est-à-dire que je considère que pour des raisons de crédibilité, c'était mieux de me consacrer à 100% à mon mandat. Mais encore une fois, c'est pas un jugement. Il y a des collègues qui arrivent à concilier les deux, d'anciens ministres. J'ai vu que M. Véran, qui redevient député depuis quelques jours, a décidé de reprendre sa vie professionnelle de médecin. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de garder un pied quand même Dans le réel, on dit. dans le réel, même si vous avez une circonscription qui normalement est censée vous apporter cela. Ceux qui arrivent à le faire, je suis plutôt admiratif et je trouve que c'est plutôt positif. Comment se compose votre agenda? Vous êtes quand en circonscription, quand à l'Assemblée? Et j'ai même envie de vous demander quand est-ce que vous avez une vie de famille aussi? Alors, le calendrier il se décline de la façon suivante. Vous êtes à l'Assemblée normalement du lundi au jeudi minuit et vous rentrez en circonscription le vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc c'est 3 jours. En ce qui me concerne, 3 jours l'Assemblée, 3 jours la circonscription et une journée dans les transports parce que bon, c'est vrai que quand on vit dans le sud de la France, se rendre à Paris, notamment en Occitanie, depuis l'Occitanie, c'est pas chose aisée. On n'a pas des transports qui sont aussi bien développés que dans l'Est ou dans le nord de la France et ça vous prend une demi-journée pour un aller et une demi-journée pour un retour. Pour ce qui est de la famille, bon, j'ai la chance, entre guillemets, ou la malchance, j'en sais rien, de ne pas avoir d'enfants. Donc ça résout bien des problèmes, si j'ose dire. Mais c'est encore pour beaucoup de collègues, quel que soit leur groupe, c'est assez difficile. Mais bon, on est député, on n'a pas le droit de C'est se pour ça que plaindre, vous vous êtes savez. souvent décrié et moi je dis toujours que je n'envie pas votre place parce que c'est compliqué à gérer au niveau du temps quand même. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai hésité à m'engager. Je savais ce que ça représentait. Euh, ça a été un vrai dilemme. Je savais que ça imposait pas mal de sacrifices. Mais bon, ce qui est fait est fait. Et puis finalement, on y trouve aussi notre compte, hein. La satisfaction de défendre les Français, de se battre sur des idées. Ça compense finalement les sacrifices que vous pouvez faire par ailleurs. Quand vous êtes en circonscription, comment ça se passe? Là aussi, c'est la tête dans les dossiers, c'est des serrages de main, entre guillemets, ou c'est des inaugurations. Comment ça se répartit sur le terrain? Bah, vous organisez les choses comme vous le souhaitez. Vous avez également les cérémonies officielles auxquelles vous êtes invité. Vous avez également des invitations d'institutionnels et ou d'associations d'ailleurs. Et puis c'est à vous également de choisir la façon dont vous voulez aborder les choses. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à me rendre assez spontanément dans ma circonscription, là où je ne suis pas forcément attendu, sur des marchés, à la rencontre directe
des Audois, et de sortir un petit peu de ce cadre institutionnel qui finalement aseptise un petit peu les discours. Encore une fois, il n'y a pas de règles. Chacun est libre d'organiser sa vie en circonscription comme il le souhaite. Les Français, les Audois que vous rencontrez justement dans cette circonscription sur les marchés, ils vous demandent quoi? Quelles sont aujourd'hui, en 2024, les préoccupations? Parce que souvent, on a un reflet, nous, à la télévision. Finalement, c'est peut-être pas le même dans toutes les régions. Chez vous, qu'est-ce qu'on vous demande en priorité? Depuis la campagne 2022, il y a des sujets qui sont quand même toujours prégnants. Vous avez la problématique du pouvoir d'achat avec l'énergie qui explose, les factures d'énergie qui explosent. D'ailleurs, on n'a pas très bien compris pourquoi d'ailleurs. Alors après, on pourrait en parler, ça serait un peu long, mais le sujet pouvoir d'achat reste quand même central. Ça s'effrite. Vous avez une classe moyenne, une classe française active qui travaille, qui arrive de moins en moins à vivre de son travail. Vous avez également les problématiques de sécurité et d'immigration, même si mon département est relativement, je dis bien relativement épargné par ces problématiques, mais on est aussi gagné par une hausse de l'insécurité. Et puis, vous avez, dans ma circonscription, dans l'Aude, la problématique agricole, viticole. Alors, vous avez un mouvement agricole qui s'est installé il y a quelques semaines. Et traditionnellement, l'Aude, et notamment Narbonne, a une tradition de contestation assez forte et marquée par des révoltes viticoles, notamment au début du XXe siècle, en 1907. Ça a fait fort. Et toutes les familles narbonnaises ou audoises, quelles qu'elles soient, même si elles ne sont plus aujourd'hui à proprement parler dans la viticulture, ont des racines très, très ancrées, très marquées dans la viticulture. Donc ce sont les principaux sujets qui nous animent en tout cas et qui m'occupent dans ma circonscription. Et bien sûr le logement, donc c'est également le sujet sur lequel je travaille pour mon groupe à l'Assemblée nationale. La problématique du logement devient très forte. L'Aude était un département qui était relativement épargné par cette crise, par cette hausse des prix qu'on connaît davantage dans le sud-est du pays, où vous avez vraiment un espace qui est saturé. On commence à gagner tout doucement par ce phénomène, alors dans une proportion moindre c'est sûr, mais on commence à être gagné par cette pénurie de foncier, par cette hausse des prix qui touche tous les départements littoraux méditerranéens et qui épargnait jusqu'à présent relativement, on va dire, l'Aude. Et vous êtes là pour amener des solutions concrètes, parce qu'on a toujours cette vision des politiques qui font des constats. Et souvent, finalement, on cherche surtout des réponses. Il y a deux écoles. Alors, les solutions concrètes, je suis un député d'opposition. Donc, si vous voulez, j'ai pas la main. On n'a pas la main, nous, groupe Rassemblement National, pour changer le pays comme on le souhaiterait. Et il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter de façon parcellaire, avec des sparadraps. Prenez la politique du logement, qui n'existe plus. Il n'y a plus de politique du logement vraiment depuis quelques années. Il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire depuis au moins 15 ou 20 ans. Et donc ça, c'est une vision qui s'installe, qui doit s'installer sur 10, 15, 20, 30 ans. Et aujourd'hui, vous avez des politiques, en tout cas avec le macronisme, qui sont très court-termistes. On veut des résultats tout de suite, on veut des chiffres tout de suite. On n'a pas la patience d'attendre que les choses... On veut des résultats parce qu'on est dans une société qui va de plus en plus vite et on veut du court terme et on veut des résultats, du quantitatif et des tableaux Excel, des algorithmes. Enfin, ça, c'est un peu le marqueur du macronisme. Pour résoudre la problématique de la crise du logement, on pense que sans l'associer à une politique d'aménagement du territoire ambitieuse, on ne pourra pas y arriver. Donc c'est une politique sur 10, 20, 30 ans. C'est une vision qu'on souhaite proposer. Vous voyez ? Donc il y a des solutions d'urgence que vous pouvez apporter, mais ça ne peut pas effacer, des problèmes structurels. Enfin, ça ne peut pas effacer un investissement plus profond, si vous voulez, pour résoudre le problème. Et le logement, c'est vraiment le sujet qui illustre parfaitement ça. Il faut construire différemment, il faut... Je ne sais pas, pour baisser les prix, il y a peut-être d'autres solutions. Il faut peut-être des logements plus adaptés à l'écologie, à certaines familles. Je ne sais pas, quels sont les grands chantiers ou les grands horizons que vous voyez, vous ? Sur la politique du logement, il y a deux choses. Il y a des problématiques conjoncturelles avec la remontée des taux. C'est vrai que les taux sont remontés, ils commencent un petit peu à baisser. J'ai noté que ça redescendait un petit peu. Légèrement, absolument. On était à 4,5. On arrive un petit peu en dessous de 4, donc ça c'est plutôt positif pour les Français qui cherchent à accéder à la propriété. Il y avait également une problématique de matériaux. Il y a eu une inflation avec la guerre en Ukraine et la sortie de la crise Covid où les prix ont fait un bond absolument vertigineux. Donc ça, ce sont on va dire des problématiques conjoncturelles qui peuvent finalement se résorber en quelques mois, en quelques années. Et vous avez une problématique plus structurelle, et c'est là qu'on en veut au gouvernement, c'est-à-dire que vous avez véritablement une politique du logement qui manque de vision. Vous avez eu des coupes budgétaires, des rabots,
La politique du logement, ça a été la variable d'ajustement de la politique d'Emmanuel Macron. C'est un terme qui va avec le logement, rabot, Rabot. Ça fait penser aux travaux. Rabot. Moi, je parle de rabot budgétaire. On a supprimé par exemple les APL accession qui permettaient à des gens de toucher les APL pour devenir propriétaires. On a raboté le prêt à taux zéro qui permettait aux jeunes, aux primo-accédants d'être propriétaires. Et plus globalement, on a laissé les villes s'hyper concentrer. On a laissé en France, ces 20-30 dernières années, tout concentrer dans les grandes métropoles, au détriment d'espaces plus ruraux qui sont aujourd'hui complètement abandonnés. Ce qui fait que tout le monde veut vivre au même endroit, tout le monde veut étudier au même endroit. Sauf qu'on arrive au bout du modèle, c'est-à-dire que le foncier devient tellement cher dans ces grandes villes que les gens n'arrivent plus à se loger, les salariés n'arrivent plus à se loger, donc les entreprises perdent du chiffre d'affaires, les étudiants n'arrivent plus à se loger, donc ils renoncent à leurs études, les entreprises n'arrivent plus à se développer parce qu'elles ne trouvent plus de foncier, donc finalement c'est un modèle qui détruit la croissance. On a aussi un peu le sentiment que dans les centres-villes, on a fait énormément de bureaux et on a oublié un peu les logements pour justement les gens qui sont dans ces bureaux puissent se loger, non ? Alors, il y a une concurrence de l'espace dans les grandes villes, effectivement. Vous avez une concurrence entre le logement et le bureau. C'est vrai que l'usage bureau tend un petit peu à décliner avec le télétravail, surtout l'accélération qu'on a connue avec la crise Covid. Mais il faut faciliter la réversibilité entre le bureau et le logement. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise, qu'une mesure de cette nature, d'ailleurs qui arrive avec une proposition de loi dans quelques jours à l'Assemblée nationale, on la votera, on est pour. Je ne suis pas sûr que ça suffise à renverser complètement la tendance et à résoudre la crise du logement. Dans les années après-guerre, dans les années 50, il fallait rebâtir pour loger beaucoup de gens. Tout à fait. Et tous ces grands ensembles, on s'est rendu compte aujourd'hui, vous parlez d'insécurité, de beaucoup de choses, c'est un peu lié à mon sens. Est-ce que tous ces grands bâtiments, il faut raser, faire des petites structures, des petites maisons? Ça demande peut-être aussi peut-être plus de place, parce que quand on construit en hauteur et quand on construit en largeur, c'est pas la même chose. Est-ce que là aussi, il y a des réflexions et des axes qui sont plus forts que d'autres? Alors c'est une bonne question. Je pense qu'avant de démolir, il faudrait déjà que tout le monde trouve de quoi se loger. Vous avez aujourd'hui des millions de gens qui ne sont plus logés, qui sont mal logés, pardon. Oui, mais il y a des gens aussi qui ne veulent plus aller dans certains logements aussi. Absolument, vous avez la problématique du logement social. Alors nous, on défend la préférence nationale dans l'accès au logement social. On veut défendre la loi SRU, donc cette loi qui oblige les communes à avoir entre 20 et 25% de logements sociaux. Mais par contre, on souhaite remettre de l'ordre dans le logement social, c'est-à-dire qu'on souhaite exclure les fauteurs de troubles, les trafiquants de drogue, et on souhaite imposer une préférence nationale dans l'attribution des logements sociaux. Quand vous parlez d'exclusion, vous les mettez où ces gens-là? C'est-à-dire que parce que si on les déplace, on va créer d'autres problèmes ailleurs. Alors déjà, quand vous avez un logement social, c'est presque un droit social. Donc vous avez quand même des devoirs. Tout à fait. La loi prévoit déjà d'expulser les fauteurs de troubles du logement social. C'est-à-dire que si vous êtes trafiquant de drogue, si vous êtes condamné, quand je parle de fauteurs de troubles, il faut qu'il y ait une condamnation. Il ne s'agit pas simplement c'est pas de l'arbitraire. Vous pouvez déjà être exclu de votre logement social, ce que ne font pas forcément les bailleurs. Les bailleurs sociaux ne le font pas systématiquement. Donc il faut absolument remettre de l'ordre dans le logement social. Souvent, c'est quelques familles qui créent un désordre pas possible à une immense majorité d'habitants qui finalement occupent paisiblement leur logement. Donc ces gens-là, il faut les expulser, oui. Oui, il faut les expulser. Et j'ai envie de vous dire, c'est plus notre problème. Quand on a pourri la vie à une cité entière... Non, mais c'est pas ça, je veux dire. C'est que vous allez créer d'autres problèmes ailleurs. Il faut les exclure et si... Ce qu'on voit aujourd'hui arriver dans les campagnes, des problèmes de ville. Une forme de délinquance. Il ne s'agit pas de déplacer forcément la délinquance, il faut la traiter, si vous voulez, il faut la traiter. Donc si vous êtes délinquant, si vous êtes trafiquant de drogue, déjà votre place elle est plutôt en prison que dans un logement social, vous voyez. Donc il faut revoir les choses. Je sais qu'aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, on a l'habitude de déplacer le problème. Il y a un problème, écoutez, c'est ce qu'on voit souvent, c'est pour ça que je pose la question. C'est pas du tout notre philosophie. Nous, on veut traiter le problème à la racine. Voilà. Vous êtes délinquant, vous payez. On est tout à fait d'accord, mais dans l'immobilier, finalement, vous voulez créer plus de prisons, donc vous créez encore là aussi plus de logements. Si je fais un petit paradoxe. Tout le monde n'a pas vocation à aller en prison. Mais les prisons sont surpeuplées, donc il faut effectivement encourager la construction de prisons, tout simplement parce qu'il y a une surpopulation carcérale. Et comment on évite, finalement, il faut être concret, comment on évite à tous ces jeunes gens qui vendent de la drogue, qui gagnent 4 000 € par semaine ou par mois, je ne sais pas exactement les chiffres, comment on leur propose un emploi au SMIC
SMIG à la place, comment on Alors, fait? là, on part très très loin. Moi, je vous parlais du logement, de l'immobilier, et là, vous partez On est un sur peu un problème lié, on est un peu social lié dans où l'insécurité les et gens le logement. préfèrent finalement dealer plutôt que de travailler au SMIC. Écoutez, je suis désolé, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Vous avez toujours la possibilité de mieux gagner votre vie en tombant dans la délinquance, On est en tombant d'accord dans le aussi. trafic de drogue ou dans je ne sais Mais quel justement, autre trafic. comment on fait? Eh ben, je suis désolé, c'est interdit. Il faut être ferme. Donc on fait respecter la loi. On fait respecter la loi. On est d'accord. C'est sûr que si vous opposez du trafic de drogue qui peut rapporter plusieurs milliers d'euros en une semaine, un travail 35 heures par semaine payé au SMIC, ça n'a pas de sens. Non mais il faut être honnête, c'est un peu le problème récurrent Oui, aujourd'hui. Toutes ces cités, il faut être ferme. on parle de logement, toutes ces cités où il y a des problèmes, on voit que la drogue est pas loin, quoi. Absolument, le trafic de drogue est en train d'exploser dans ce pays. C'est vrai que Darmanin montre un peu des muscles. Moi, j'ai le cas à Narbonne, notamment dans ma circonscription. Il y a des points de deal. Ils sont identifiés, ils sont à la vue de tous. Ça prend 1 an et demi, 2 ans pour arrêter les gars. Moi, j'arrête pas de relancer. J'ai un point de deal, notamment dans le centre-ville de Narbonne. Ça a mis 1 an et demi. J'ai écrit au préfet plusieurs fois, j'ai écrit au ministre. 1 an et demi pour évacuer et arrêter des délinquants qui occupent un point de deal en pleine rue, un drive. C'était un drive, si vous voulez. Donc les Français, ça les rend dingues. Et à côté, vous avez des gens qui travaillent honnêtement, qui subissent cette délinquance et qui ne supportent plus tout ça. Il faut commencer par le début, sinon... Il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre, oui, dans le logement social comme dans la société d'ailleurs. Aujourd'hui, il vaut mieux être locataire ou propriétaire? De quel point de vue? De tout un tas de choses, économiquement, paisiblement, la Nous, tranquillité, nous, on le souhaite- bien-être à la française, que j'ai envie de vous dire. On souhaite que les Français, et ça sera un axe de campagne, je pense, ça sera un volet important dans notre programme présidentiel de 2027 avec Marine Le Pen, d'encourager l'accès à la propriété. On veut que les Français soient largement propriétaires de leur logement. Voilà. Être propriétaire, c'est un objectif de vie pour beaucoup de gens, c'est une motivation, c'est un motif d'ascension sociale, c'est aussi un capital que vous avez quand vous partez à la retraite. Voilà, quand vous avez une retraite qui est plus faible, en général, votre niveau de vie baisse. Et le fait d'être propriétaire en arrivant à l'âge de la retraite, ça vous prémunit d'une forme de précarité. Donc on mettra le paquet pour un accès à la propriété si on arrive aux responsabilités en 2027. Et après, il y a des gens qui préfèrent être locataires plutôt que d'être propriétaires, mais il ne faut pas que ce soit subi. On souhaite que les Français aient la liberté de choisir de devenir propriétaires et que les jeunes ménages puissent être moins exclus qu'ils ne le sont aujourd'hui à l'accès à la propriété. C'est vrai que souvent, quand on est jeune, c'est un but un peu dans la vie de devenir propriétaire. Famille. C'est une façon de vivre à la française, encore une fois. Tout à fait. Là, on parle de l'acquisition, on ne parle pas d'investissement immobilier dans tous les sens, on parle vraiment d'être propriétaire de sa résidence principale. Point. Pour terminer, un petit mot sur les élections européennes qui arrivent dans quelques semaines. Vous êtes le RN largement en tête. Comment vous vivez ça d'être en tête et comment vous imaginez votre rôle aussi au Parlement? Est-ce que vous allez faire changer les choses en France et en Europe? Alors comment on vit les sondages? On le vit avec beaucoup d'humilité. C'est vrai qu'on pourrait se gargariser, se dire finalement c'est bien, on frôle les 30%. J'ai l'habitude de dire que les électeurs du Rassemblement national sont extrêmement fidèles. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais se lever un matin en disant tiens, je vais voter Emmanuel Macron ou je vais voter la France insoumise. Par contre, s'ils n'ont pas envie de voter, s'ils n'ont pas envie de se lever et d'y aller, c'est terrible pour nous. Donc notre risque principal, le danger qui nous menace, c'est l'abstention. Donc on fait un gros travail de mobilisation auprès de nos électeurs pour gagner cette élection européenne avec Jordan Bardella qui est un candidat, je ne le dis pas parce que c'est mon président, mais qui est un candidat hors pair et qui apporte beaucoup à notre mouvement. Voilà. Très bien. L'avenir de l'Europe, l'avenir de la France, on dit que la France bascule de plus en plus à droite. Est-ce que c'est la vision que vous avez vous aussi, puisque vous me dites que ça fait très longtemps que vous êtes en politique, est-ce que la France bascule de plus en plus à droite? Et est-ce que vous, qui êtes en politique depuis longtemps, vous m'avez dit, vous avez milité depuis longtemps, est-ce que vous avez senti que les gens évoluent dans leur façon de penser, dans leurs idées politiques? Moi, je pense que les Français, alors on dit que la France bascule à droite tout simplement parce que les Français aspirent à une forme d'équilibre, à une forme d'ordre là où il n'y en a plus, tout simplement. Je pense que les Français n'ont pas envie de revivre dans une société qui ressemble à celle des années 50 ou des années 60. Ils n'idéalisent pas le passé. Ils veulent juste retrouver une forme d'équilibre, une forme d'ordre, du sens à leur vie, du sens à la société, que ça fasse sens. Alors, est-ce que c'est des marqueurs de droite? Ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a eu une influence de la gauche ces 40 ou 50 dernières années, qui a eu des effets...
il y a eu peut-être des choses qui devaient évoluer d'un point de vue sociétal, mais il y a eu des effets délétères également d'un point de vue justice, d'un point de vue sécurité. Et les Français sont en demande de sécurité et de justice. Non pas qu'ils veuillent, comme je vous l'ai dit, retrouver une société autoritaire, ou c'est pas du tout cela, mais une société juste, équilibrée, vivre de leur travail. Si ça aujourd'hui c'est un marqueur de droite, bon, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est ça que je vois chez les Français qui viennent de la droite ou de la gauche. Votre avenir en politique, c'est quoi? J'en ai aucune idée. Vous avez des ambitions sur une mairie, non. sur un conseil pour régional? Le moment, c'est juste votre rôle de député? Pour le moment, concentration sur le mandat de député, et puis on verra par la suite. On verra par la suite, et on a un mouvement. Je ne décide pas seul. J'ai des comptes à rendre à la présidente de mon groupe, Marine Le Pen, au président de mon parti, Jordan Bardella. Et si les choses doivent évoluer demain, d'un point de vue notamment municipal, on en parlera ensemble. Très bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous en prie. Bon travail parlementaire. Merci à vous. Et puis je vous souhaite des succès dans les prochaines élections qui viennent. Merci à vous, je vous remercie. Merci.